Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 10e édition du colloque Ressentez-vous. La thématique générale cette année s'intitule « Distance et proximité vers de nouvelles relations » et nous allons parler maintenant plus spécifiquement des nouvelles relations dans le prendre soin. Qu'est-ce que prendre soin et peut-on parler de prendre soin avec la distance, de prendre soin en restant loin ? Comment établir une relation de confiance indispensable aux soins lorsqu'on ne peut plus trop s'approcher, lorsqu'on ne voit plus une partie du visage de son interlocuteur ou qu'on ne voit plus son interlocuteur du tout en ayant recours à la télémédecine, à la télérééducation, aux télésoins. L'équilibre entre la distance et la proximité est une réflexion éthique qui se pose dans les EHPAD et dans les services de soins à domicile. Comment cette réflexion a évolué avec les mesures de distanciation, le port du masque ? Comment les travailleurs du soin se sont adaptés et se sont-ils d'ailleurs adaptés à cette distance préconisée ? Ce sont ces questions que je vais aborder avec nos invités. Laurent Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de santé à l'EHPAD des 4 saisons à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, qui accueille 65 résidents. Guy Le Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'entreprise sociale Ressentez-vous, qui agit auprès des EHPAD et des services de soins à domicile pour que chaque personne âgée puisse se sentir autonome, s'épanouir et s'engager dans des activités porteuses de sens. Michel Billet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste des questions relatives au handicap et à la vieillesse. Alors sur les gestes barrières, d'abord, Laurent Garcia, vous travaillez, vous êtes cadre de santé à l'EHPAD des 4 saisons. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place, à mettre en place ces gestes barrières auprès des résidents et puis auprès aussi du personnel que vous encadrez ? Les gestes barrières, à la base, on devrait les avoir tout le temps, donc ce n'aurait même pas dû être un sujet. Le sujet était qu'on n'avait ni masque ni gel hydroalcoolique. Donc mettre des gestes barrières dans une situation pareille, on fait ce qu'on peut, comme on peut, et on se lave les mains le plus souvent possible. Claire, au départ, ce n'était que ça. Moi, je disais aux soignants, aux équipes, on va se laver les mains autant de fois qu'il faudra. Voilà, ça c'était le début. Après, le port du masque est venu... une fois qu'on a eu des masques, le port du masque, c'était plus un souci. Finalement, là, on s'est habitué très rapidement. On s'est habitué très rapidement à le changer 3 fois par jour. Ça a été quelque chose de naturel, on va dire. Le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique, c'est une autre paire de manches. C'est pas dans nos habitudes. Surtout en EHPAD, on n'est pas à l'hôpital. Donc c'est un lieu de vie d'abord. Et ça a été plus long à mettre en place. Alors l'idée, c'est qu'il y avait des bouteilles qui traînaient absolument partout, que les soignantes en avaient dans leur poche, que lors des réunions, parce qu'on fait des réunions le matin, l'après-midi, je leur demandais de me montrer leurs bouteilles pour voir si ça avait un peu diminué. Et on s'est débrouillé comme ça, mais ça a bien fonctionné. Globalement, ça a bien fonctionné et ce fut rapide. Et Guy, vous travaillez donc avec les services à domicile et les EHPAD. Et comment vous vous êtes adapté pour essayer de respecter ces préconisations ? Alors nous, on a dû s'adapter puisque, de fait, étant intervenant extérieur dans ces structures, on nous a, du jour au lendemain, interdit l'accès à notre propre activité en disant qu'on était intervenant extérieur, donc une menace potentielle. Donc on s'est très vite mobilisé pour dire qu'on n'allait pas rajouter une problématique de santé à la problématique de santé, c'est-à-dire on n'allait pas priver, que ce soit les résidents d'EHPAD ou les personnes âgées à domicile, d'activités qui étaient des leviers de santé importants, en sachant que nos activités sont des activités physiques adaptées, de l'ergothérapie, de la psychomotricité, en fait des activités porteuses de sens pour les résidents, qui sont vectrices de lien social et de mobilisation cognitive, et les priver de ça, en plus de la privation de contact direct avec leur famille, la privation d'activités collectives dans les lieux communs dans l'EHPAD, ça aurait été une catastrophe. Donc on s'est mobilisé et on a réussi à se déployer en réorganisant nos activités, en diminuant le nombre d'établissements dans lesquels on intervenait par professionnel. Du coup, on s'est redéployé et on est venu en soutien. On a monté une mission de solidarité. Donc en plus de nos activités de réadaptation classiques, on est venu en soutien des ASH, des AS sur ce besoin, puisqu'à ce moment-là, il y avait aussi un besoin recrudescent en professionnels.
Donc on a dû s'adapter. Alors l'adaptation, c'est notre métier. Donc on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On a essayé de faire mentir ce proverbe. Et notamment en EHPAD, où on a quand même particulièrement été là. Et c'était bon pour nous, parce que le peu de professionnels chez nous qui avaient des maladies chroniques, qui ne pouvaient pas intervenir, se sentaient tourner comme des lions en cage chez eux. Et le fait d'être sur le terrain et pouvoir être proactif et proposer des activités et des projets innovants, parce qu'il fallait innover. On a pu monter notamment une radio en lien avec des étudiants qui étaient confinés, Radio Libellule, qui a permis de faire en sorte que les étudiants chez eux puissent faire de la radio avec des personnes âgées confinées. Donc au début, ils voulaient faire une radio pour les personnes âgées. On leur dit, nous, on a les moyens de le faire avec eux, avec elles, et qu'il y ait des chroniqueurs de 92 ans, 91 ans, qui proposent des chroniques. Au milieu des chroniques, vous proposez et créez ce lien-là. Donc des sujets philosophiques, des sujets sympathiques, des sujets amusants et des sujets aussi qui permettaient de donner à voir toute la potentialité que pouvait avoir un EHPAD. Donc ça a été un des projets. Il y en a eu d'autres de promotion de l'activité physique. On s'est adapté en se disant que les activités physiques ne sont pas possibles en collectif. Du coup, on a créé des supports, des outils pour que chaque aide-soignante qui n'est pas spécifiquement formée à proposer des séances puisse animer une séance avec un outil vidéo qu'on leur a proposé, et puis des petites formations, des conseils qu'on pouvait leur donner pour qu'elles-mêmes puissent faire vivre cette activité physique sans qu'on puisse être présent, puisqu'il y a des structures où on n'a pas pu intervenir, diminuant le nombre de structures par professionnel. Des structures, on a cessé d'intervenir, mais on a gardé le lien avec elles. Donc voilà ce qu'on a pu faire. Je ne peux pas être complètement exhaustif, mais on a essayé d'être proactif sur cette période-là. Donc à chaque fois, oui, le personnel a accompagné les personnes qui vivaient, qui étaient chez elles ou qui étaient en EHPAD. Après, on peut quand même se poser la question avec l'émergence de pratiques qui se généralisent quand même, comme la télémédecine, télérééducation, etc., de l'après-crise. Qu'est-ce qui restera de ces pratiques? Et donc, Michel, dans la relation de soins, finalement, est-ce que la relation de soins est compatible avec un écran? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment la création d'une relation de soins par écran interposé? Formidable question. Pour y répondre, pour tenter d'y répondre, parce qu'elle est complexe, j'aimerais commencer par reprendre cette expression incroyable qui ne cesse de m'interroger, geste barrière. Comment se fait-il que nous ayons, nous, société française contemporaine, accepté l'usage de cette expression geste barrière? Imaginez un petit peu ce que ça aurait pu donner si, au lieu de geste barrière, on nous avait incité à mettre en place des gestes protecteurs. Et ça y est, on entre dans une autre relation à l'autre. C'est-à-dire que si les gestes sont barrières, il faut qu'ils fassent barrière entre l'autre et moi et l'autre, parce que l'autre est potentiellement dangereux. L'autre est menace. Alors, on peut le lire à travers d'autres expressions employées dans la même période. Distanciation sociale. Au début, on disait distanciation physique et puis distanciation sociale. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous ayons accepté ça? Et du coup, rebondissons sur la question dans la relation de soins. Distanciation sociale dans la relation de soins? Alors, le soin est impossible. Parce que pour qu'il y ait soin, il faut qu'il y ait relation. Et la relation, elle est fondamentalement incarnée. Elle est vécue dans le corps. Alors, pas uniquement, pas bien sûr, mais nous sommes à cette période de notre évolution sociétale qui nous fait, au fond, confondre, je crois, la relation et la communication, et aujourd'hui, la communication et la connexion. Alors, que la communication puisse être au service de la relation, oui, sans doute, encore faut-il mettre ça au travail et voir comment. Que la connexion puisse servir aussi la relation, oui, mais quand on se met à fonctionner comme si la connexion pouvait remplacer la relation, se substituer à elle,
alors je crois que l'on fait une gigantesque erreur sociétale et que l'on est en train de dire à nos contemporains que l'on pourrait vivre en se dispensant de relations. Je crois que c'est impensable pour nos vies quotidiennes, nos relations amoureuses, affectives, amicales, sociales, etc., etc. Et alors, vraiment, s'agissant des personnes âgées, s'agissant des personnes accueillies en EHPAD, s'agissant de toutes celles et ceux qui ont besoin de soins, tiens, comme par hasard, s'agissant de tout cela, alors vraiment, la relation permet le soin. Croire que l'on pourrait réduire le soin à la technicité de l'acte, c'est certainement une gigantesque supercherie que vont payer très cher, je le crains, ceux qui auraient le plus besoin de la relation. Sur cette relation, ce lien à l'humain, cette relation, Laurent, vous, dans l'EHPAD dans lequel vous travaillez, il y a toutes les barrières qui sont un peu tombées entre la vie privée, la vie professionnelle. C'est vrai qu'on a partagé nos vies dès le début où on nous a annoncé la Covid, le confinement. Et on a été obligés de partager nos vies, on a été obligés de vivre ensemble, et avec les résidents, avec les familles, avec les équipes, et on s'est vraiment rendu compte qu'en fait c'était ça l'essentiel. Nous, la Covid nous a apporté énormément de choses. On s'est connus, on s'est reconnus, la fameuse chanson, et on ne s'est plus perdu de vue, et ça c'est important parce que l'histoire continue. Après le déconfinement, moi j'ai pu connaître le mari d'une telle, le fils d'une autre, parce qu'il a fallu parler, parce que moi j'avais besoin des équipes, et que parce qu'il y avait les maris de certains soignants qui étaient inquiets pour leur épouse, qui ne comprenaient pas, eux ils étaient confinés. C'est assez drôle parce que les maris s'occupaient des enfants. Chose qu'ils ne faisaient habituellement pas. Je parle de certains... Et du coup, les rôles étaient inversés. En même temps, ils étaient fiers que leur épouse se batte pour la nation, puisque c'était une guerre. Ils étaient très fiers de ça, et en même temps, ils avaient très très peur. Donc, ce lien-là, il a fallu le tisser. Et c'était des coups de téléphone, c'était moi j'ai besoin de votre épouse parce que sans elle, je ne suis rien. Et... ça a donné de l'importance à tout le monde. On était tous au même niveau. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas d'aide-soignante, il n'y avait pas de filles d'entretien. On était ensemble, on a vécu ensemble. Et on a découvert avec les résidents ce que c'était la vraie vie en communauté. Et j'espère que ça, on ne le perdra jamais. Alors, du coup, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que tu dis on s'est connus, on s'est reconnus, on ne s'est plus perdu de vue. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans votre structure. Ouais. Et je ne peux pas partager ce constat-là. On travaille dans 300 structures. Et je vois que en fait, cette expérience-là de premier confinement avait une dimension de valorisation de ces soignants qui étaient applaudis le soir. Leur activité n'avait jamais autant de sens pour la société. Et je trouve que ça a perdu progressivement de son intensité. Et je vois des équipes fatiguées aujourd'hui. Je vois des équipes fatiguées dans les EHPAD où on intervient, dans les services d'aide à domicile qu'on accompagne, et au sein même de notre équipe, je vois une fatigue. On a démarré en sprint, ça s'est révélé être un ultra-trail, voire un ultra-marathon. Et du coup, tout le monde n'est pas préparé à faire la diagonale des fous sans entraînement. Et c'est un petit peu cette épreuve physique, cette épreuve surtout, elle est plus au niveau de la charge mentale et des repères à prendre. Là-dessus, ce que tu dis, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est cette nouvelle place, cette nouvelle relation qui s'est créée derrière. Quand les familles ont de nouveau interagi. Je sais que pas mal de structures ont fermé les visites. La plupart des structures ont fermé aux visites, ce qui a créé une relation particulière entre les résidents et les soignants et les professionnels au sens large du grand âge. Et quand ce trio a dû redémarrer, il n'a pas été simple.
Et du coup, ce ménage à trois s'est révélé complexe dans pas mal de structures. Là-dessus, parce que pas mal de structures ont coupé un peu la relation qui pouvait exister entre les familles. Enfin, nous, à l'heure actuelle, on est tous fatigués, moralement, physiquement, mais il y a ce truc qui fait que la Covid nous a libéré du temps et qu'on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses avec ce temps imparti et des choses vachement plus chouettes que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire être dans le soin à tout prix, la tête dans le guidon, et ça, il ne faut pas le perdre, quoi. Et pour ne pas le perdre, il faut aussi qu'à un moment, les cadres fassent en sorte que ça continue d'exister. Et c'est vrai que pour les équipes et tout, franchement, moi au début, j'ai une de mes soignantes qui est venue me voir et qui m'a dit, même si ça me touche d'en parler, elle ne pensait pas que c'était elle qu'on applaudissait. Et c'est sa fille qui lui a dit à un moment, mais maman, sors sur le balcon, on t'applaudit. Et ça, c'est une grande fierté. Alors oui, on ne nous applaudit plus, et heureusement, parce que moi, pour rentrer chez moi, j'étais tellement fier, je ne pouvais pas continuer ça. Mais on ne nous applaudit plus. Mais en attendant, on a parlé de nous, notamment des EHPAD. On a parlé de nous, on continue encore de parler de nous, et l'histoire, c'est d'essayer, et je sais bien que c'est peut-être utopique, mais qu'on continue à parler de nous, et qu'on imagine des choses. On a imaginé plein de choses pendant cette période, et on a créé beaucoup de choses. Aussi bien, à un moment, il y avait une frontière entre l'EHPAD et le quartier, et moi, je trouve que le moment du confinement a fait que cette frontière n'existait plus. Nous, le jour du confinement, les résidents qui avaient l'habitude de sortir, on a réfléchi, et puis je me suis dit, en fait, on ne peut pas leur dire, maintenant, tout est fermé. On m'a dit que, en fait, on les a accompagnés dans la rue, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien d'ouvert, et voilà, on a essayé de faire en sorte qu'ils vivent la vie qu'on vivait, nous, à l'extérieur. Et ça, c'était hyper important. Voilà, on a partagé nos vies et on les a mélangées. Et il faut le garder, ce truc. Avec les familles aussi des résidents, les familles, oui, il fallait qu'elles soient d'accord sur ce qu'on mettait en place, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Si la communauté n'est pas d'accord, surtout dans des périodes comme ça, ben ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a eu une énorme... vu que les familles étaient intégrées aux décisions, il y a eu une confiance aveugle et la facilité aussi chez nous, c'est que c'est un petit EHPAD, qu'on n'a que 65 lits et que c'est peut-être ça l'avenir des EHPAD à taille humaine qui permettent ce qu'on a fait. Je rebondis sur ce que vous disiez, Laurent. Les soignants ont redoublé d'idées pour qu'il y ait du lien, recréer du lien, parce que le lien avait été vraiment mis à mal. Et cette créativité, c'est le moment c'était ces derniers mois le moment de l'entretenir. Ouais. Parce que quand ça s'est réouvert progressivement, l'idée c'était de garder ça. Et je suis persuadé que les métiers du grand âge de demain, et là c'est un message à Michel Lafourcade qui va bientôt rendre son rapport, qui a rendu son rapport très, très récemment même, sur ces métiers du grand âge et l'avenir des métiers du grand âge. Je pense que demain, il nous faut des auxiliaires d'autonomie, des gens qui sont sur ces lieux de vie ou qui vont sur les lieux de vie des personnes à domicile ou dans des lieux de vie en EHPAD. Et plutôt que d'être des experts de telle ou telle pathologie neurologique ou neurodégénérative, certes, il faut quelques connaissances, mais il faut surtout cultiver le fait qu'on sache ce qu'est l'autonomie, c'est comment amener quelqu'un à subvenir à ses propres besoins, à faire ses choix, encourager ses choix, et pas faire ses choix à la place. On peut avoir des troubles amnésiques et être tout à fait capable de choisir ses vêtements, ce qu'on a envie de manger, et les activités qu'on a envie de pratiquer, et même le programme d'activités qu'on a envie de faire, et voire même les professionnels qu'on a envie de voir dans la structure, dans le recrutement. Puisque tout ça, ce sont des capacités de jugement qu'ils peuvent avoir. Et là-dessus, c'est de nouveau cultiver on va dire, faire des auxiliaires d'autonomie, des gens qui entretiennent, qui sont là pour créer, être vecteurs et encourager l'autonomie au quotidien sur des choses, du petit déjeuner jusqu'au coucher, voire même aux déambulations nocturnes. Il faut juste donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, on l'avait un peu perdu.
Et ce sens-là, on l'a retrouvé. Et moi, cette année-là, qui a été épuisante pour tous, je ne la vois que positive dans ce que j'ai découvert à l'EHPAD. Michel, oui, juste 2 ou 3 petites choses par rapport à cet échange. D'abord, qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre qu'il y a eu ici et là des expériences positives. Vraiment. Parce qu'on nous a tellement montré les expériences terriblement négatives que savoir qu'il y en a eu de belles, vraiment, c'est très important. Parce que si c'était possible là, alors ce doit être possible à nouveau ailleurs, différemment. Mais allez, oui, bien sûr. Je reprendrai volontiers le mot utopie que vous avez employé tout à l'heure. Je ne sais plus qui le disait, ce n'est pas de moi. Utopie, ce n'est pas ce qui n'existera jamais, c'est simplement ce qui n'existe pas encore. Et l'utopie qui redevient impossible, au service duquel on va pouvoir se mettre. Ça, il me semble que c'est extrêmement important. Mais à travers ce que j'entends là, d'une part, j'entends quand même qu'aujourd'hui, les professionnels, les personnels, etc., sont fatigués, très fatigués. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont besoin de repos, et on pourrait transposer à tous ceux, toutes celles et ceux qu'il est convenu aujourd'hui en France d'appeler les aidants partout à domicile, les aidants qu'on dit parfois naturels, familiaux, etc., sont épuisés aujourd'hui, et vraiment, il faut se poser la question de savoir comment on va aller aider les aidants, soutenir, bref, ce qui veut dire, et je me permets d'insister là-dessus, ce qui veut dire du personnel nombreux, formés, compétents, bienveillants, disponibles, reconnus, parce que les applaudissements, il faudra qu'ils se traduisent en salaire, d'accord ? Des personnels reconnus, en se disant que contrairement au raisonnement le plus souvent tenu aujourd'hui en France, toutes ces dépenses absolument nécessaires dès aujourd'hui et pour demain, ces dépenses ne sont pas des charges qu'il faudrait réduire, ce sont des investissements porteurs de sens, porteurs de relations sociales, porteurs d'emploi, porteurs de relations économiques, porteurs de développement social, économique, etc. Des investissements porteurs. Et si on les regarde comme des investissements porteurs, alors pourquoi hésiterions-nous à augmenter la dépense ? Puisque nous le savions avant la Covid, mais la Covid est venue donner un coup de projecteur sur cette réalité, puisque nous savons désormais que nous avons absolument besoin d'emplois qualifiés, compétents, etc. à domicile, bien sûr, parce que les services à domicile ont été aussi maltraités que l'ont été les EHPAD, etc. Et on peut dire aujourd'hui tout le mal qu'on voudra des EHPAD, mais comment pouvait faire un EHPAD, sauf exception et belle capacité d'invention, etc. Les EHPAD n'avaient pas, dans l'ensemble, les moyens de confiner intelligemment. Alors, pour confiner, ils ont été contraints à isoler, et pour isoler, ils ont enfermé. Enfermé pour isoler, pour confiner, quelle absurdité. Moi, j'ai été confiné, j'ai jamais été enfermé. Voilà. Eh bien, parce que l'autre est en EHPAD, lui, il faudrait accepter que... Non. Demain, il se peut que nous ayons besoin de confiner encore. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais on ne sait jamais. Eh bien, si cette obligation survient à nouveau, comment en EHPAD, par exemple, ou à domicile, pour des personnes vivant seules, avec des difficultés liées à l'avancée en âge, etc., comment confiner sans isoler, sans enfermer? Et cette question, il nous faut absolument l'ouvrir. Premier élément de réponse, nous ne le ferons pas si nous n'avons pas le personnel pour le faire. C'est très clair. Et si le personnel n'est pas formé, etc. Et si les projets d'établissement n'intègrent pas cette dimension. Autrement, c'est impossible, tout simplement. Alors,
demain, on reproduira le pire de ce que nous avons été capables de faire. Alors, c'est facile de faire de l'EHPAD bashing aujourd'hui, hein, et de mettre en procès les directeurs qui se sont comportés, etc. Non, non, non. Il ne s'agit pas de les mettre en procès, il s'agit de mettre en question la manière dont, le plus souvent, nous avons réagi à tout cela, en se réjouissant qu'ici et là, de belles expériences aient pu être conduites. Après, je pense que les choses auraient pu changer depuis bien longtemps Oui. si dans les EHPAD, on arrêtait de promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Et je me suis toujours battu contre ça. Quand une famille vient visiter pour son parent, il y a des choses, par manque de personnel, vous imaginez bien que quand on est dans un EHPAD de 80, 120 lits, ce que j'ai pu voir, quand on annonce aux familles qu'il n'y a aucun souci, on lavera les dents à maman tous les soirs. Bien sûr. Il faut arrêter de raconter d'histoires. Quand on explique aux familles que malheureusement on voudrait le faire, mais on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas assez de personnel, eh bien, les familles, elles sont aidantes. Les familles, elles peuvent aussi faire remonter des choses. Et c'est l'erreur, je pense, la plus grosse erreur des EHPAD, c'est de promettre des choses que le soignant ne pourra pas faire par manque de temps. Il faut être clair, il faut être clair et dire vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pourra jamais faire. Et comment les parce qu'on familles n'a pas... peuvent agir dans ces cas-là? Ben, après, chez nous, les familles, c'est assez facile parce qu'on ne leur a jamais promis ce qu'on ne pouvait pas faire. Après, ça les révolte. Après, elles peuvent écrire, il y a eu des tribunes, de fait, notamment dans le Figaro, dans Le Monde. Il y a eu des tribunes, il y a eu des choses. C'est comme ça. Les rapports, j'ai participé à quelques rapports. Je ne vais pas critiquer les rapports. On en a eu combien en un an? C'est quand même effrayant, hein, effrayant. Alors qu'il y a des choses très basiques à mettre en place. Alors moi, ils sont merveilleux, ces rapports. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que ça va donner au final? Je pense un changement de gouvernement et de nouveaux rapports à nouveau. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a des choses simples à mettre en place. En EHPAD, il faut le faire. Et oui, ça prend du temps. Mais on ne fait pas ce métier par hasard. Et on n'est pas au chrono. Et si on est soignant, quand on est soignant, on ne regarde pas sa montre. Voilà. Il y a des choses simples, vraiment. C'est même plus une question d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup plus de personnel. Ça, c'est une évidence. Guy, je voulais revenir sur des projets qui, justement, ont pu voir le jour dans ce contexte très particulier et qui ont montré qu'on peut créer du lien très fort entre les accompagnants et les résidents, tout en fonctionnant à distance, tant que la personne à côté accompagne et que ça peut provoquer beaucoup de joie et une super ambiance. Je pense notamment à un projet que vous avez initié il y a quelques années maintenant, mais que vous avez adapté récemment avec la crise, autour du Tour de France. Oui, c'est un projet qu'on copilote avec AG2R La Mondiale, qu'on avait monté il y a quelques années, et il y a 2 ans en particulier, où on avait eu l'insouciance, on va dire, de se dire qu'on partait de Bordeaux et qu'on allait traverser la région, le littoral atlantique jusqu'à Hossegor, en vélo électrique, avec des résidents d'EHPAD et les équipes et les familles. Et ça sur une journée, en se disant, on va, juste avant le Tour de France, faire notre propre Tour de France à nous, avec cette effervescence en informant les communes et qu'on ait ces personnes au bord de la route. Je ne sais plus qui disait ça, mais le Tour de France met du monde sur le pas de la porte, et c'est le cas, on le voit encore, il y a une effervescence encore autour de cet événement sportif. L'idée, c'était de reproduire ça. Et on avait appelé des communes alternativement, et on a traversé ces communes, et on a été accueillis par des enfants, par des écoles. Et c'était à chaque fois une belle fête, et c'était quelque chose qu'on devait faire en 2020. On devait renouveler l'expérience. Et en 2020, effectivement, on a eu une petite surprise sanitaire qui nous est tombée sur le coin du paletot, et on s'est dit que ce n'était pas possible d'annuler totalement. Et on s'est dit
que ça pouvait être intéressant avec mes collègues de garder cette effervescence, cette connexion, puisqu'il y avait 6 EHPAD engagés à l'époque en 2019. On s'est dit on va engager 8 EHPAD sur 2 départements qu'on va connecter sur un projet commun pour parcourir les 3383 km du Tour de France en traversant ces villes et en faisant des thèmes et en mettant ça, en échelonnant ça sur un mois de pratique. L'objet de ce projet, c'est de faire pratiquer une activité physique régulière tout au long pour préparer l'événement et être prêt pour le challenge. Donc 6 mois d'entraînement, des résidents évidemment, des équipes. L'idée c'était d'engager les directeurs en disant dégagez un petit temps à vos équipes pour qu'ils puissent faire du vélo, parce que le projet, l'activité physique, elle est bonne pour les résidents, mais elle est bonne aussi pour vos professionnels. Et c'est encore plus sympa quand le challenge est à relever entre les résidents, les professionnels et les familles. Alors on s'est retrouvé un petit peu contraints parce que les visites des familles étaient partiellement autorisées par endroit. Donc on a engagé tout ce petit monde dans un projet où chacun allait avoir son rôle et chacun allait apporter sa pierre à l'édifice à partir de ce qu'il pouvait apporter. Donc les gens qui ne pouvaient pas pédaler allaient faire peut-être de la décoration. Ceux qui... sur des vélos connectés. Sur des vélos connectés, avec une application. Donc on a utilisé une application qui nous permettait d'avoir un compteur connecté et que chaque EHPAD puisse voir le parcours de l'autre et se challenger entre eux en disant là aujourd'hui ils en sont à 300 km, nous on est à 200 km. Donc vraiment un challenge à la fois collectif parce que l'idée c'était d'avoir un compteur commun, mais en même temps, se dire que personne ne s'endormait sur ses lauriers et chacun participait avec une participation qui se voulait partager. Et du coup, on a fait cet événement qui s'est terminé la veille du Tour de France, la veille du départ du Tour de France. L'objectif était de faire le Tour de France. Ils ont fait 3 fois et demi le Tour de France. Et ils ont gagné des places. Alors, ce qui était intéressant aussi avec ce soutien d'AG2R Mondial, c'était d'avoir ce soutien de l'équipe pro AG2R Citroën avec des mots de coureurs. Donc, on a eu Benoît Cosnefroy, coureur pro qui a fait le Tour de France, qui a eu un mot pour les résidents et les équipes. On a eu cet événement festif, on a eu des places VIP pour aller voir le Tour de France. L'arrivée du Tour de France à Libourne, donc les résidents sont venus avec leurs référents vélo à Libourne et voilà, du coup c'était vraiment cette dynamique-là festive que le sport peut apporter. Et ce qu'on voulait, c'était du lien social, de la pratique physique adaptée, et tout ça dans une ambiance festive où les soignants, pour moi, la meilleure prise en soin, c'est celle qui ne se voit pas. Donc ils ont pris soin de leurs proches, ils ont pris soin d'eux, et tout ça a eu un effet sur leur santé, et la santé, on va dire, de cette collectivité, quoi. Laurent, il y a une ambiance comme ça aussi au sein de votre EHPAD? Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés Alors on essaie de s'amuser tous les jours parce que le métier est difficile et le métier de soignant particulièrement, j'ai beaucoup d'admiration et du coup ouais, on essaie de rire. On n'essaie pas d'ailleurs, on y arrive, mais le rire est important. Moi, une soignante qui chante dans les couloirs ou qui chante dans la chambre, mais je suis ravi. Alors, on parlait du bruit avec un certain Stéphane, mais c'est important de vivre et de faire son métier avec de la joie, avec de la bonne humeur. Alors oui, chez nous, il y a de la danse, il y a des animaux qui courent un peu dans l'établissement, il y a... des vrais animaux. Ouais, des vrais. Ouais, surtout pas le... Des phoques, ouais, des phoques ouais, en France, je connais bien ce fameux phoque. Mais voilà, en fait, on essaie d'être dans la vie, tout simplement, et de respecter ce que veut le résident. Il est comme nous, il y a des jours où il n'a pas envie de se lever, il ne se lèvera pas, il y a des jours où il veut faire des bêtises, il en fera. En fait, c'est juste la vie. Hein. On essaie juste de vivre normalement, avec des fêtes, en restant voyou, comme je le dis souvent. Vous étiez décrit comme un ambianceur, l'ambianceur. Moi, j'ai toujours dit que je me vois pas cadre. D'ailleurs, je crois pas être un bon manager et je sais pas faire ça. Par contre, je sais ambiancer, on va dire. Je sais donner le tempo et faire en sorte qu'on travaille tous avec plaisir. Vous savez, s'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous espionne, ça fonctionne pas. Le métier du soin, ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse et voilà. Donc oui, il faut donner une âme et cette vie en communauté, il faut la créer. Il faut
la vie en communauté à 80, 90 ans, c'est difficile quand on n'a jamais vécu en communauté. Donc il faut créer cette histoire-là. Et c'est important de trouver ce qui va faire que la mayonnaise va prendre. Et finalement, nous, notre EHPAD, c'est un petit village. Hein. On a le gueulard, on a l'alcoolique, on a... Non mais voilà, et c'est ce qui donne la vie, et c'est ce qui fait qu'on continue de vivre. Et voilà, et c'est important, oui, de créer cette communauté. Et on a parlé lors de réunions, notamment, on en a parlé hier soir, des zadistes et de ce qu'ils font aussi à la ZAD, parce que voilà. Et en ce moment, nos résidents travaillent sur les cabanes. Et du coup, la plasticienne qui vient leur a parlé de la ZAD, qui ont construit leur maison en bois et tout ça. Et donc, ils travaillent sur les cabanes pour une grosse expo. Mais faire des choses, déjà, il ne faut pas forcer. Je parle déjà le mot animation, moi, il y a un truc qui fait que ça ne passe pas. Mais il faut donner un but à l'histoire, quoi. Faire des cabanes, moi, j'adore. Hein. C'est bien, mais il faut qu'il y ait un truc au bout, et il faut créer une histoire, et il faut la vivre tous ensemble. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette discussion. Enfin, c'est passionnant, mais on manque un peu de temps. Mais peut-être le mot de la fin, Michel, si on se projette un peu dans le futur, et on ne sait pas trop quel va être l'avenir, l'avenir est encore un peu incertain. Comment on peut faire pour que la connexion, comme vous dites, ne se substitue pas à la relation, mais puisse la servir au mieux? Alors, il me semble que une des pistes que nous pouvons ouvrir, c'est se poser toujours la question, qu'est-ce que j'y gagne? Celle-là, tous les vendeurs de connexion sauront nous la poser, pas de problème, qu'est-ce que j'y gagne? Mais nous avons à ne pas oublier d'ouvrir la question, qu'est-ce que j'y perds? Qu'est-ce que j'y perds ou qu'est-ce que peut y perdre l'autre avec qui je travaille, avec qui je suis en relation, etc. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on gagne à la connexion, à la visio? Mais on gagne des choses absolument extraordinaires. Se voir, etc. Mais ne jamais laisser penser que se voir serait l'équivalent de s'embrasser, se prendre en bras. La relation, elle a à être vécue de manière incarnée. Que la visio puisse se mettre au service de la relation, je m'en réjouis. Que la visio nous laisse croire qu'elle pourrait se substituer à, c'est une absurdité. Et elle mettra tout le monde en souffrance. Donc, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Et à ce moment-là, nous ne perdrons jamais de vue l'importance de la relation. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet échange, d'avoir peut bousculer nos représentations du prendre soin. Donc vous pouvez retrouver des interviews et des reportages liés à cette thématique sur le site de ressentez-vous.fr et je vous dis à bientôt.